Mesdames, Messieurs, amis internautes, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouverons ce jeudi pour ce nouveau numéro des Directs du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous allons parler de lutte contre la prolifération des armes légères et qui mieux que le Razalao pour aborder cette question. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui pour vous le président du Razalao, M. Tchedo Kofi, avec qui nous aborderons notamment la question de la lutte contre les armes légères en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Alors tout de suite, la première question, est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois le Razalao? Merci pour cette opportunité. Alors, juste en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que, par définition, c'est le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Et là, on a ajouté CI pour dire Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un réseau qui existe dans les 15 pays de la CEDEAO, justement pour répondre à une politique concertée des organisations de la société civile au niveau de la sous-région, donc sur la question des armes légères de petit calibre. Vous savez que c'est un phénomène que tous les pays pratiquement connaissent, et il était bon qu'à un moment donné, les organisations de la société civile se mettent ensemble pour partager des expériences et mettre en place des politiques communes. Et donc, le Razalao Côte d'Ivoire existe depuis juillet 2007. Je suis le 3e président parce que Michel Pépé était là, M. Diakité Karomoko, et depuis juin 2015, je suis donc le nouveau président. Le Razalao, il est constitué de 17 organisations de la société civile, 17 ONG, qui interviennent chacune dans divers domaines. Mais nous nous retrouvons ici, dans cette plateforme, sur la question des armes légères de petit calibre. C'est une sorte de fédération? C'est une fédération, on va dire. Alors, de quoi parle-t-on juste quand on parle d'armes légères? Est-ce qu'on peut circonscrire un peu le sujet? Alors, quand on parle d'armes légères, ce qu'il faut retenir en termes de définition, j'entends que c'est la question que vous posez. Alors, une arme légère, par définition, je dois noter aussi que c'est une définition admise par la communauté internationale, notamment les Nations Unies, et qui est utilisée dans tous les milieux. Une arme légère, par définition, c'est une arme conçue pour être utilisée par au moins 2 personnes qui travaillent en équipe. Donc, dès qu'il y a la possibilité d'avoir au moins 2 personnes pour utiliser une arme et qui travaillent de façon concertée, alors nous parlons d'armes légères. Mais bien entendu, c'est des armes qui sont portables, donc qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre sur des véhicules. Voilà. Et pour les armes de petit calibre, par définition aussi, c'est une arme cette fois-ci toujours portable, bien entendu, mais cette fois-ci destinée à être utilisée par une seule personne. Donc vous avez par exemple ce qu'on appelle les AK-47, notamment les Kalash, on va dire communément les Kalash, qui sont des armes de petit calibre. Mais vous voyez l'impact de ces armes-là. Donc ce qu'on peut noter, c'est que dans nos crises en Afrique, notamment les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est essentiellement des armes légères de petit calibre qui ont été utilisées. Et quand on parle d'armes légères, il s'agit notamment d'armes à feu, également d'armes blanches? Non, pas d'armes blanches. Les armes blanches, vous parlez des couteaux et des machettes, mais cela n'est pas pris en compte dans les définitions. Il s'agit essentiellement des armes à feu. Bien vrai que ces armes-là sont également utilisées lors des... Bien entendu, bien entendu. Mais ce qu'il faut noter sur le côté des armes blanches, c'est que, notamment les machettes, vous voyez qu'on ne peut pas réguler l'utilisation des machettes, étant donné que nous sommes des pays africains dont l'économie s'appuie essentiellement sur l'agriculture. Et si vous demandez qu'on ait des autorisations d'acheter des machettes avant d'aller au champ, vous voyez que ça devient un peu plus compliqué. Et donc, nous accentuons essentiellement sur les armes à feu, donc légères, 2 personnes au moins, et de petit calibre, donc 1 personne. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de régulation. Alors, quelle est la contribution du Razalao dans la lutte contre ce fléau, surtout après la crise post-électorale qu'a connue notre pays? Alors, cette contribution est d'abord au plan régional, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le réseau au niveau régional, mais aussi au niveau national. Au niveau régional, c'est que c'est le Razalao qui a permis aux États, donc aux 15 pays de la CEDEAO, d'adopter ce qu'on appelle la convention de la CEDEAO sur les armes légères de petit calibre. Et l'une des dispositions pertinentes de cette convention commandait que chaque État puisse mettre en place ce qu'on appelle les commissions nationales, qui sont des institutions en charge du contrôle des armes dans ces différents États. Et donc, notre contribution, c'était que les États puissent s'approprier cette lutte. Et donc, ça a permis aux 15 pays de créer. La Côte d'Ivoire a créé sa commission le 30 avril 2009, donc l'une des dernières pratiquement. Et deuxièmement, notre action s'oriente du fait que
les États puissent s'approprier la question, parce qu'il ne s'agit pas de signer des conventions. Vous avez la convention de la CEDEAO qui stipule, par exemple, qu'on puisse marquer les armes qui sont utilisées par les forces nationales, on puisse avoir des registres nationaux au niveau donc, de ces armes-là. Et donc, il y a tout un nombre de dispositions que la société civile que nous constituons pousse l'État, donc à travers ses démembrements, notamment la Comnat, à faire mettre en œuvre par les différents acteurs qui sont concernés. Concrètement, est-ce que le Razalao a participé au processus de désarmement des ex-combattants en Côte d'Ivoire? Oui, nous avons participé en termes de sensibilisation essentiellement. Vous savez que nous sommes une organisation de la société civile et donc notre action c'est d'accompagner les institutions de l'État. Nous travaillons en étroite collaboration. Je peux le dire que nous sommes le partenaire privilégié, au plan national en tout cas, de la Commission nationale en charge de la lutte contre les armes légères. D'ailleurs, les décrets qui créent la Commission nationale indiquent que le Razalao fait partie de la Commission. Et donc nous travaillons en étroite collaboration donc à la sensibilisation des communautés. Là, je peux vous dire d'ailleurs que notre dernière action s'est tenue en décembre dernier, où nous avons pu permettre à la Comnat, donc la Commission nationale, de collecter plus de 150 armes, un peu plus de 1600 munitions, tout calibre, toutes tendances confondues, en décembre. C'était une sorte de cadeau de Noël pour la Côte d'Ivoire, puisque nous avons récupéré ces armes. Monsieur le Président, on vous prend au mot, vous avez commencé à parler de chiffres. Alors, est-ce qu'on peut en avoir, notamment concernant la hausse ou la baisse de ce fléau des armes légères en Côte d'Ivoire? Alors, ce que je dois dire, c'est que, parlant de chiffres, c'est des chiffres qui évoluent chaque jour, parce que c'est tous les matins que la Comnat récupère une arme quelque part à travers ses démembrements. L'ADDR, l'ex-ADDR, qui avait travaillé aussi en son temps, a permis de récupérer un peu plus de 40 000 armes. La Comnat, son bilan de 2010 faisait état de plus de 10 000 armes collectées. Mais aujourd'hui où je vous parle, je ne peux vous donner, je veux dire, ces chiffres sont évolutifs. Donc, pour nous, ce n'est pas le volume d'armes collectées qui doit pouvoir interpeller, mais cela doit pouvoir nous dire qu'aujourd'hui, il y a encore des individus qui n'ont pas le droit, mais qui détiennent encore ces armes. Et c'est cela qui nous interpelle et qui nous pousse d'ailleurs à aller dans les communautés, à aller auprès des populations qui n'en ont pas droit pour faire en sorte qu'elles puissent se débarrasser de ces armes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un instrument de développement, une arme de petit calibre. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Silver Tchedekofi, président du Razalao, avec qui nous parlons de la question de lutte contre les armes légères en Côte d'Ivoire et dans la sous-région en général. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, un phénomène nouveau commence à gagner du terrain en Afrique et surtout dans notre sous-région. Il s'agit du terrorisme des pays proches de nous, notamment le Burkina Faso, le Mali ont été récemment touchés. Quelles sont les mesures prises par le Razalao pour contribuer à la lutte contre ce nouveau phénomène qu'est le terrorisme? Merci pour la question. Je crois que c'est une question pertinente, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que il faut noter une chose. La question du terrorisme, donc ces nouvelles menaces dont on parle, c'est une question de défense nationale. C'est une question de défense nationale et je pense, si vous avez suivi la presse, les autorités gouvernementales prennent des dispositions et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne pouvons qu'accompagner l'action de l'État. Il ne nous revient pas de prendre des dispositions au plan national pour parer à cette menace parce que ce n'est pas notre devoir. Mais ce que nous faisons, c'est d'accompagner. Je vous dis par exemple que nous menons des actions au sein des communautés pour les sensibiliser sur les dangers que représentent les armes. Alors donc, c'est de faire en sorte également de renforcer la collaboration entre les forces et les civils. Vous savez par exemple que aujourd'hui, la sécurité de façon classique, telle que faite par les forces, a montré ses limites. Aujourd'hui, il faut absolument que nous puissions assurer la collaboration entre les populations, donc les civils, et les forces. Quand une information vient d'un village, vient d'un campement, vient de la forêt, du fin fond de la forêt, il faut que les populations qui ont senti ou tu vois telle menace puissent s'adresser aux forces. Mais s'il n'y a pas de collaboration, comprenez que c'est difficile. Donc, pour me résumer, ce n'est pas à nous de prendre des dispositions, c'est à l'État. Et je pense que le gouvernement ivoirien est bien conscient. J'ai noté très récemment le nouveau ministre en charge de la défense qui en parlait encore. Et je pense que l'État en est conscient. Nous ne faisons qu'accompagner l'action gouvernementale. Alors, Monsieur le Président, en juillet 2009, vous avez organisé un concert avec l'artiste international Tikenja au stade de Mans.
Quels sont vos rapports avec cet artiste et selon vous, quel a été l'impact de cet événement de grande envergure organisé par votre réseau? Alors, je dois dire que ça c'est un très bon souvenir, merci. Je dois dire que ça a été une action très pertinente parce que vous saviez que nous étions en train de sortir de la crise que la Côte d'Ivoire traversait. Et pour nous, en tant que réseau, il fallait donc mobiliser les communautés sur la question des dangers que représentent les armes, de sorte qu'elles puissent les déposer. Et nous avons utilisé cet artiste interplanétaire comme, on va dire, comme personne ressource. On l'a appelé l'ambassadeur de la paix. Et donc, il devait nous aider à faire passer un message. Et le Conseil de Mans a réuni un peu plus de 10 000 personnes. Si vous étiez là, vous aurez pu constater un peu plus de 10 000 personnes. Et ça nous a permis de passer le message fort que représentent les armes et de permettre que les populations elles-mêmes se rapprochent et qu'on puisse penser plutôt au développement. Nos rapports avec Tiken sont de bons rapports. Bien entendu, le contrat qui nous liait par rapport à la campagne, cette campagne est terminée. Mais aujourd'hui, par exemple, les supports de communication qui ont été produits en ce moment sont encore utilisés par notre réseau pour nos actions de sensibilisation. Et nous le regardons dans ces messages. Comme il dit souvent, il faut aller à la paix, il faut aller à la paix. Je pense que c'est encore une personne ressource qu'on pourrait éventuellement solliciter en cas de besoin. Cette question m'amène à vous poser la suivante. Quelles sont les autres actions de sensibilisation que vous menez au-delà des concerts que vous organisez? Oui, les autres actions, comme nous disons, là par exemple, nous avons commencé une campagne en 2015, une campagne que nous appelons campagne nationale de sensibilisation sur les dangers. Mais bien entendu, cette campagne était liée à la question des élections. Vous savez que nous sommes pratiquement dans la phase électorale et avec l'appui de nos partenaires, notamment la Commission nationale et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, nous avons engagé cette campagne qui malheureusement a commencé vers la fin de l'année. Donc nous avons fait la première phase qui a permis de collecter un peu plus de 150 armes. Nous entendons reprendre cette année, puisque il y a d'autres élections qui arrivent, mais de face au-delà des élections, c'est bon que nos communautés apprennent à vivre sans armes. Parce que tant que vous avez une arme, vous constituez une menace pour l'ensemble de votre communauté, et bien entendu, vous vous mettez vous-même en danger. Donc, au-delà de la question des élections, nous entendons le faire. Mais il y a un élément important, monsieur, comme vous posez la question, je veux le dire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le traité sur le commerce des armes. C'est un instrument international, c'est un instrument juridique et qui régule la question du commerce des armes de façon générale. La Côte d'Ivoire est État partie, elle a signé et ratifié ce traité et il est bon que dans notre ordonnancement juridique, notamment, nous puissions tenir compte de cela. La loi ivoirienne portant sur les armes légères, enfin sur les armes de façon générale, est à actualiser parce que c'est une des recommandations de la Convention de la CEDEAO. Et donc, notre action, c'est de faire en sorte que l'État puisse prendre ces dispositions. Non seulement que cette loi soit prise au niveau national, mais que les communautés et les populations puissent connaître les dispositions de cette loi. De sorte que nous tous, nous puissions l'appliquer tel que cela s'entend. Et donc, notre action, ce n'est pas seulement au niveau des communautés pour récupérer les armes, mais il y a le volet au niveau législatif, il y a même au niveau des forces. Je vous dis qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le système de gestion des stocks d'armes. La COMNAT, donc la Commission nationale, fait un travail important en termes de modernisation du système de gestion d'armes. Notre action, c'est que derrière, nous puissions faire en sorte que ces forces-là, qui bénéficient de cette nouvelle méthode de gestion des armes, puissent se comporter comme, je veux dire, de la meilleure façon. De sorte que le travail qui est abattu par la COMNAT ne soit pas un travail, on va dire, un travail vain. Monsieur le Président, nous recevons des questions des internautes qui suivent notre interview. Alors, nous en prendrons les plus pertinentes. Par exemple, celle de Parfait Zio. Il se présente, je suis Parfait Zio, je suis journaliste. J'aimerais savoir que fait M. Silver Kofi et le Razalao pour démanteler les syndicats qui détiennent encore des armes. Cela est perceptible lors des affrontements entre les syndicats sur le campus universitaire. Ok, très bien. Alors, merci à M. Parfait pour cette question. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons des actions, comme je l'ai dit, l'élément principal de notre action, c'est la sensibilisation. Le Razalao est une organisation de la société civile, donc nous ne sommes pas une force, ni de police, ni une force militaire. Tout ce que nous avons et que nous pouvons faire, c'est la sensibilisation. Et donc, dans notre action de sensibilisation, les cibles sont diverses.
Il y a les syndicats, comme vous dites. Il y a ce qu'on appelait les ex-associés au FRCI. On a aussi les syndicats qui régulent. Les syndicats, on a appris récemment dans des batailles ici que des syndicats de transporteurs ont utilisé des armes. Et donc, mais tout ça, il tombe sous le coup de ce qu'on appelle les populations civiles qui détiennent les armes. Et donc, nous faisons la sensibilisation. J'entends, je pense que dans sa question, c'est de pouvoir cibler ces organisations afin d'axer notre action de sensibilisation. Je pense que nous prenons note pour que nous puissions aller vers ces organisations. Mais il y a des actions qui ont été déjà menées dans ce sens. Je me rappelle que sur le campus de Cocody, nous avons initié des conférences, nous avons initié des actions avec ces organisations, avec la FECI, hein, qui était le syndicat principal en son temps. Et donc, il y a des actions qui se font. Mais bien entendu, ce que je vous dis, monsieur, nous avons devoir d'action, mais nous n'avons pas obligation de résultats. Parce que quand nous menons une sensibilisation, tant que vous ne voulez pas déposer votre arme, nous ne pouvons pas vous l'arracher. C'est pas nous n'en avons même pas les moyens. Est-ce que vous comprenez? Mais nous comprenons que nous devons pouvoir trouver le bon message. Nous comprenons que nous devons trouver les bons arguments pour amener ces personnes à les déposer. Monsieur le Président, vous qui êtes au fait de la question, en Côte d'Ivoire, dans quelle partie de notre pays trouve-t-on le plus d'armes légères? Partout en Côte d'Ivoire. Non, je vous le dis parce qu'à la faveur de la crise, vous le savez, partout en Côte d'Ivoire, on a eu des armes. Mais ce qui me fait dire cela, c'est que, vous savez, monsieur, nous sommes dans le domaine de ce qu'on appelle l'illicite, l'illégal. Les forces nationales savent où sont leurs armes. Mais nous sommes dans le domaine des armes illégales. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une arme sous son lit quelque part à l'est, quelque part à l'ouest, au sud, au nord. Et comme on ne voit pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Mais nos actions de sensibilisation, que ce soit avec les institutions nationales, notamment l'ex-ADDR, que ce soit avec la Comnat ou nous-mêmes, qui nous permet de récupérer des armes dans toutes ces zones du pays, nous permet de nous dire qu'il y a des armes partout. Les actions ne sont pas vaines, bien entendu. Alors, Monsieur le Président, vous qui êtes le président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, que pensez-vous de la politique en ce moment du président américain Barack Obama qui envisage de réguler aux États-Unis le port d'armes? Moi, je crois qu'au niveau des États-Unis, c'est une politique interne, premièrement. Vous savez que la Constitution américaine recommande que, ou du moins autorise tout citoyen américain à s'approprier une arme, etc. Mais bien entendu, aujourd'hui, ce qui nous interpelle, nous, c'est l'utilisation, une sorte d'utilisation abusive. Parce que c'est vrai, vous avez l'autorisation d'acquérir une arme, mais ce n'est pas pour, on va dire, tuer les autres. Et pour nous, si le président américain est capable de trouver des mécanismes pour circonscrire l'utilisation de ces armes-là, pour nous, c'est une bonne chose. Et ce qui nous intéresse, c'est les vies humaines. C'est les vies humaines. Et quand vous regardez, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui meurent sur l'utilisation, certainement, sous l'effet de ci ou de ça. Mais c'est des vies humaines, c'est des jeunes qui meurent. Et nous savons que la jeunesse, comme on le dit, c'est l'avenir de nos nations. Mais si déjà, à la base, on doit pouvoir en tuer, pour nous, ça nous interpelle. Et nous appelons de tous nos voeux. Nous appuyons. Pour nous, c'est une bonne action, pourvu que cela puisse porter. Vous savez que c'est des grandes démocraties. Et bon, les choses sont ce qu'elles sont. On revient en Côte d'Ivoire pour parler cette fois des moyens dont dispose le Razalao pour mener ses actions et également de vos rapports avec le gouvernement, notamment le ministère de la Sécurité qui est en charge de la question de réguler les armes légères. Sur la question des moyens, c'est le gros problème que nous avons. Vous savez, nous sommes une structure, comme j'ai dit, de la société civile, dont les premières sources de financement sont les organisations membres, mais en tant qu'ONG, ce n'est pas toujours évident. Nous travaillons à mobiliser des ressources, donc avec des partenaires. C'est vrai, nous en avons quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant au regard des défis, au regard des actions que nous voulons faire. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation de notre pays dans cet espace post-crise, et même avec le post-DDR qui est fini récemment, il faut faire en sorte que nous puissions accentuer un certain nombre d'actions de sensibilisation. Mais cela commande que nous puissions nous retrouver dans toutes les contrées du pays, auprès des communautés, dans les fins fonds de campement, etc., pour sensibiliser les communautés. Cela demande de l'argent. Nous n'avons pas, en tout cas, de moyens, on va dire, au niveau de nos ambitions.
C'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui voudraient nous aider, il y a des fondations, il y a des organisations, etc., qui peuvent appuyer l'action que nous faisons, de venir nous aider, de sorte que nous puissions faire en sorte que nos populations qui détiennent illégalement des armes puissent s'en débarrasser. C'est pour notre sécurité à tous et c'est pour le bien de notre pays à partir du moment où cela permet aux investisseurs de venir librement s'installer chez nous et donner de l'emploi aux jeunes. C'est donc ça. Pour ce qui concerne nos relations avec le ministère ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Je suppose que vous rencontrez tous les jours le ministre de la Sécurité. Je n'ose pas le dire, mais nous le rencontrons d'une autre façon parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Commission nationale des armes légères qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et avec qui nous avons, on va dire, langue tous les jours pratiquement quand nous voulons. Le président de la Comnat nous ouvre ses portes chaque fois que nous en exprimons le besoin. Nous travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble à certaines actions et donc je peux dire que notre collaboration est bonne. Mais bien entendu, peut-être que ça devrait être meilleur. Avant de parler des actions de 2016, quelle est la meilleure action en 2015 qu'a posé le Razalao selon vous? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, figurez-vous qu'en décembre, pendant qu'on parlait de cadeaux de Noël, acheter des cadeaux, le Razalao, avec ses partenaires, notamment la communauté, ont pu permettre à la Côte d'Ivoire, notamment la zone ouest, puisque c'est dans l'ouest que nous avons réalisé, de collecter plus de 150 armes. Monsieur, une arme qui sort d'une main, on va dire, illégale ou illicite, c'est un plus pour la sécurité de notre pays. Et donc, au nombre de plusieurs autres actions. Mais il y a une autre action importante. Nous avons pu intervenir à la tribune des Nations Unies. Nous avons pu intervenir à la tribune des Nations Unies pour le compte de la société civile de la sous-région engagée sur la question des armes légères. Et ça, ce n'est pas rien. Nous sommes intervenus pour plaider le cas de nos pays africains qui ont besoin de l'appui de la communauté internationale pour faire en sorte que les armes légères de petit calibre puissent quitter les mains des populations, on va dire, illicites et illégales. Pour nous, c'est important. Voilà donc deux actions importantes en 2015. Nous pensons que nous pouvons faire mieux et nous souhaitons simplement que cette année, plus de bailleurs, plus de partenaires nous ouvriront leurs portes pour nous donner plus de ressources. Là, je ne sais pas si je pense que je peux le dire. Là, nous avons notre véhicule qui nous sert de voiture de mission, qui est sur les roues, qui ne peut plus fonctionner en ce moment parce que le véhicule est en panne. Nous n'avons pas les moyens pour le réparer. Vous voyez? Et ça veut dire que si nous devons aller faire des campagnes de sensibilisation, il nous faut aller louer un véhicule. Mais si nous n'avons pas de moyens, comment nous pouvons le faire? Pour nous, c'est pour cela que je profite de votre tribune, pour lui dire, nous avons besoin de l'appui. Parce que ce que nous faisons, c'est vrai, nous le faisons en tant qu'acteurs de la société civile, mais nous le faisons pour l'État de Côte d'Ivoire aussi. Donc pour nous tous. Donc il est important qu'on ait un regard, en soi, on va dire, l'État puisse regarder un peu plus. Mais bien entendu, nous avons les partenaires qui sont là, qui font un travail important et qui, en tout cas, qui devraient pouvoir nous appuyer. Et je voulais profiter de cela pour remercier déjà ceux qui l'ont fait. Le PNUD nous appuie véritablement, et ça je dois pouvoir le dire ici. Nous avons la GIZ, donc le PNUD le fait pour le compte avec un financement japonais. Nous avons la GIZ pour le compte de la coopération allemande. Nous avons une fondation américaine qu'on appelle National Endowment for Democracy, donc qui est basée aux États-Unis, qui finance un projet important, monsieur, qui concerne le dialogue civilo-militaire dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons qu'il faut renforcer cela. Mais c'est un projet pilote qu'il faut développer. Nous avons besoin de l'étendre dans d'autres pays, dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc je profite pour lancer l'appel à tous ceux qui peuvent nous aider. Nous avons bien d'autres partenaires, notamment le Conseil national de sécurité, qui nous appuie aussi, puisque nous participons aux différentes réunions, et bien entendu, en tout cas, tous les autres partenaires qui sont là. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, est-ce que vous rédigez un rapport d'activité et comment est-ce que vous divulguez ce rapport-là au grand public? Oui, nous faisons un rapport. Déjà, le rapport 2015 va être distribué bientôt. Nous déposons des copies dans les chancelleries, chez les différents partenaires, juste pour que les gens sachent. Et je crois que c'est des actions importantes. Ça permet aux gens de voir qu'est-ce que nous faisons. Mais aussi, nous profitons des lucanes comme les vôtres. En tout cas, nous disons merci à Abidjan.net parce que ça nous permet certainement de mieux nous faire connaître et de mieux faire connaître nos actions. Mais en même temps aussi d'interpeller les uns les autres sur la nécessité
d'appuyer la société civile sur les actions. Vous savez, l'ex-ADD a fait un travail important de désarmement des communautés. La Comnat a fait un travail important de désarmement, mais ces actions doivent pouvoir s'inscrire dans une sorte de pérennisation. Il faut faire en sorte que cela puisse s'inscrire dans la durée. Mais ce n'est pas l'ex-ADDR qui... Bon, c'est devenu même ex-ADDR. Aujourd'hui, il y a la CSSR qui est là, mais la société civile doit pouvoir renforcer ses actions à la base, de sorte que les communautés puissent alors changer de mentalité et vivre le plus longtemps dans la paix et la sécurité. Monsieur le Président, vous venez de parler de renforcement des actions. Alors pour 2016, vous pouvez lever un point de voile sur les principales actions que vous allez mener pour contribuer notamment à la lutte contre la prolifération des armes légères. En 2016, nous avons 4 axes principaux d'intervention. Et le premier axe, c'est la question de la sensibilisation et l'éducation. Nous avons un projet aujourd'hui pour lequel nous allons d'ailleurs solliciter des bailleurs, un projet d'éducation en milieu scolaire et universitaire. Vous savez, il y a dans les écoles ces jeunes gens qui, pour la plupart, soit pour une raison ou une autre, se sont frottés même à l'utilisation des armes. Il faut faire en sorte qu'à la base, les jeunes puissent comprendre le danger que représentent ces armes-là. C'est un projet. Nous entendons renforcer la sensibilisation auprès des communautés, au sein des communautés, que ce soit au nord, à l'est, au sud, surtout la zone frontalière ouest, qui est une zone, on va dire, où on a régulièrement des attaques. Il faut pouvoir renforcer la sensibilisation, créer la cohésion entre les forces et les communautés, etc. L'autre volet, c'est la question du renforcement des capacités du Razalao. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un réseau important, je pense, et nous avons besoin que les membres de ce réseau puissent véritablement s'approprier la question. Mais mieux, il faut que nous puissions avoir un staff beaucoup plus renforcé, beaucoup plus opérationnel pour nous permettre d'intervenir sur l'ensemble du territoire. C'est vrai, nos points focaux sont un peu partout, mais il faut que ces actions soient renforcées à travers, on va dire, un démembrement plus important. Et bien entendu, nos ressources financières, comme je vous l'ai dit, qui ont vraiment besoin d'être, on va dire, étoffées, de sorte que nous puissions agir en tant que de besoin, à tout moment, le faire. Il y a un élément important, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de la législation ivoirienne. Pour nous, il faut que la Côte d'Ivoire se dote de cette loi harmonisée avec les institutions, les instruments juridiques internationaux. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse se doter de cette loi. Et la Comnat a déjà élaboré un avant-projet. Le processus traîne pour nous. Nous pensons que cela traîne. Et donc, nous entendons faire un plaidoyer auprès des autorités pour qu'on puisse accélérer et que, enfin, la Côte d'Ivoire puisse se doter. Et aussi, la question du traité sur le commerce des armes, comme je vous l'ai dit. Les acteurs de mise en œuvre doivent s'en approprier et doivent pouvoir l'exécuter de sorte que nous puissions... Et moi, à notre avis, le président de la République parle d'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Cela fait partie aussi, on va dire, des actes importants à poser pour que nous puissions donc atteindre cet objectif important de l'émergence de 2020. Président, avant de refermer définitivement cette interview, votre mot de fin. Je voudrais commencer par remercier Abidjan.net de nous offrir cette lucane, mais aussi dire à tous et à toutes, en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, dire aux gouvernants, dire à toute la population que la question des armes légères de petit calibre est un phénomène très préoccupant. Et une arme n'est pas un instrument de développement. Notre pays a besoin de se développer. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas. Ce n'est pas avec des armes qu'on peut trouver du travail. Et donc, il faudrait que tous, nous puissions nous mettre ensemble pour d'abord se débarrasser des armes et nous orienter vers toutes les actions de développement. Donc, nous encourageons ceux qui les détiennent encore et qui refusent, pour une raison ou une autre, de les déposer, de se tourner vers les institutions en place, notamment la police, la gendarmerie, la commission nationale, etc., afin de s'en débarrasser. Je voulais aussi attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire sur son rôle. L'État a signé et ratifié des conventions, des instruments juridiques. Il est bon que nous puissions prendre des mesures pour que cela puisse s'inscrire dans l'ordonnancement juridique ivoirien. Je voulais enfin, tout en m'adressant aux partenaires qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans tout le processus global de sortie des crises et de développement, dire que ce volet, la société civile ivoirienne que nous représentons en tant que Razalao Côte d'Ivoire, a besoin d'un appui substantiel, appui matériel, technique et financier, pour permettre une action plus pertinente, une action plus, on va dire, rapprochée des communautés. Et la question de la sécurité communautaire est, on va dire, un cheval de bataille pour nous.
Parce que, comme je l'ai dit, la sécurité classique faite par les forces a démontré une sorte de limite. Aujourd'hui, il faut que la sécurité faite avec l'implication des communautés elles-mêmes, en termes de collaboration, puisse être mise en œuvre. Et le Razalao entend, en tout cas, faire ce qu'il peut, le plaidoyer nécessaire et attirer l'attention des uns des autres pour que notre pays soit un pays de paix, un pays sécurisé, un pays qui vraiment roule tout droit vers l'émergence dont parle le président de la République. Les armes ne sont pas des instruments de développement. C'est l'une des citations que nous retenons du président du Razalao, réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Monsieur Tchedo Kofi, nous avons beaucoup de plaisir à vous recevoir. Moi aussi. On se retrouve, quant à nous, amis internautes, jeudi prochain pour un autre numéro des Directs du jeudi. D'ici là, portez-vous bien.